Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à démontrer scientifiquement la réalité de ce phénomène de sortie de corps? Eh bien, sûrement parce qu'on s'y prend mal. Et qu'on a aussi, je pense, une vision naïve en fait, du phénomène. C'est-à-dire qu'on considère que si quelqu'un peut sortir de son corps, eh bien, il suffit de lui demander de le faire, et puis d'aller dans la pièce à côté, de voir quelque chose et de revenir, le décrire. Voilà. Donc on suppose que la personne qui sort de son corps, elle reste complètement elle-même, complètement lucide, avec la même capacité de réflexion, de cognition, de mémorisation, etc. Et que donc, elle va aller dans l'autre pièce, elle va percevoir ce qu'on appelle une cible, elle va revenir pour la décrire. Or, on s'aperçoit donc à l'usage, dans les quelques expériences qui ont été faites, que ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que déjà, c'est très difficile de trouver un sujet qui produit le phénomène en quelque sorte à volonté. Ensuite, un sujet qui soit capable de le produire dans des conditions expérimentales, de contrôle, de protocole rigoureux, etc., avec un certain stress forcément qui induit une attente de résultats, etc. Donc ça crée des conditions particulières. Mais surtout, la personne qui sort de son corps, en fait, elle n'est plus elle-même. Et ça, c'est un élément qu'on passe souvent sous silence, en tout cas auquel on n'accorde pas assez d'attention, à mon avis. Bon, vous avez tous entendu parler de Nicolas Fraisse, on va en reparler. Parce que je sais que ça a été abordé aussi par Renaud récemment. Et Nicolas, moi j'en ai beaucoup parlé avec lui, hein, il me dit, quand je sors de mon corps, en fait je suis plus moi-même, je suis plus Nicolas. Je suis, d'un seul coup, en fait, j'oublie complètement ce que j'ai à faire dans un contexte expérimental. Quand on lui demandait d'aller dans la pièce à côté, voir une image sur un écran d'ordinateur, qui étaient des images sélectionnées aléatoirement, pour qu'on puisse faire derrière des corrélations. La plupart du temps, quand il arrivait à sortir de son corps, il oubliait complètement qu'il devait aller faire ça. Au moment même où il sort de son corps, il oublie qu'il a cette tâche à faire, et il part ailleurs, il se balade dans la rue, il entend un scooter, il va suivre le scooter, il va se balader sur la place de l'église. Alors dans ces contextes-là, c'est amusant, il a été capable de rapporter des informations vérifiables. C'est-à-dire qu'on lui demandait d'aller voir la cible, mais il partait ailleurs, mais il revenait avec des informations qui ont pu être vérifiées. Sauf que c'était hors protocole, donc ce n'était pas d'informations exploitables. Vous voyez déjà le problème. Donc vous savez qu'il a fait ses expériences dans un cadre contrôlé à l'Institut des sciences noétiques de Genève, avec Sylvie Détiola et Claude Charles Fourier. Et il a quand même été capable d'aller voir une cible et de la décrire sur je ne sais plus combien de tentatives, sur une centaine, voilà, me semble. Il a été capable de décrire la cible 7 fois. 7 fois, il a pu décrire l'image. On lui demandait donc ensuite de sélectionner parmi 4 images celles qu'il avait vues, et à chaque fois, au cours de 7 fois, il a pu décrire l'image, effectivement, qui était celle qui était projetée, enfin qui était à l'écran dans la salle. Et ces 7 fois correspondent aux fois où il a dit qu'il avait été capable de le faire. C'est-à-dire que c'est important quand même de prendre ce paramètre en compte. Les autres fois, il a dit qu'il n'avait pas été capable, soit de sortir de son corps, soit d'aller voir la cible, parce qu'il était parti ailleurs, qu'il avait fait autre chose, et il est allé voir sa grand-mère ou je ne sais quoi. Donc c'est significatif quand même que les 7 fois où il a dit « j'ai vu la cible, j'ai perçu la cible, je l'ai mémorisée, et donc je peux la choisir, je peux la sélectionner », ces 7 fois-là, effectivement, il a sélectionné la bonne image. Donc ce sont des résultats qui sont intéressants, qui sont probants. Maintenant, Renaud l'a dit, je ne sais pas si beaucoup étaient à la conférence de Renaud, je fais référence à ça. Peu importe. Donc c'est vrai que le problème avec ces travaux-là, c'est que ça n'a pas été publié dans une revue scientifique à comité de lecture, donc avec revue par les pairs, etc. Donc la science, c'est comme ça que ça marche, vous savez. Donc on leur a reproché ça. On leur a reproché d'avoir publié ça dans un livre et d'avoir raconté tout le processus de recherche avec Nicolas Fraisse dans un livre au lieu de faire des vrais articles scientifiques. Et puis on leur a reproché aussi d'avoir la main mise sur ce sujet
Nicolas et de ne pas lui permettre de faire des expériences ailleurs, dans d'autres labos, etc. Ça, c'est un aspect qui est intéressant aussi, hein, mais le fait qu'il ait fait ces expériences avec Sylvie Détiola et Claude-Charles Fourier, c'est aussi parce que Fourier, c'est un psychothérapeute qui le coachait en fait de A à Z. C'est-à-dire que Nicolas, pour qu'il soit mis dans les bonnes conditions pour faire ces expériences-là, il avait besoin d'une assistance psychothérapeutique en quelque sorte. Il avait besoin d'un accompagnement, d'une mise en condition qui était permise par le travail qu'il faisait avec Claude-Charles Fourier. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'a pas fait d'expérience ailleurs. Alors je sais que Limi l'a contacté, l'a sollicité, ou Limi, ou des gens qui gravitent autour de Limi. Renaud, je sais que Renaud a fait des démarches pour ça aussi. Et moi je souhaite effectivement qu'il puisse toujours se prêter à des protocoles dans d'autres cadres, mais il y a un peu le syndrome que j'appelle Jean-Pierre Girard. Le syndrome Girard, c'est vous faites un truc extraordinaire dans un labo, et puis après il y a le labo d'à côté qui va vous dire moi je vous crois pas, vous venez le faire dans mon labo. Et puis après il y a un autre labo qui va dire non, ça marche pas, vous l'avez fait dans 2 labos, mais venez le faire dans mon labo à moi. Donc le gars il passe sa vie à refaire le même truc devant différentes personnes, et au bout d'un moment il finit par tricher, donc du coup ça annule, ça discrédite complètement tout ce qu'il a pu faire, alors que dans le cas de Girard, moi je maintiens qu'il a produit des vrais résultats dans des conditions contrôlées. Donc il y a un peu ce risque-là aussi avec Nicolas Fraisse, et de fait, aujourd'hui, il ne veut plus se prêter à ce genre de choses. Pour évacuer un petit peu le cas de Nicolas Fraisse, on pourra en discuter après si vous voulez. On l'a vu faire des choses extraordinaires aussi à la télévision. Il a fait du chez Simès il n'y a pas longtemps. Chez Simès, on peut en parler, il avait fait des choses déjà à la télévision suisse. Le problème, c'est que bien sûr, des gens qui ont une culture scientifique de ces phénomènes-là vont vous dire que c'est pas de la science. Bah non, c'est de la télé. Donc forcément, il y a une incompatibilité entre la rigueur de la science, la rigueur nécessaire pour produire de la science, et puis ce que demande la télévision. C'est juste pas possible de concilier les deux choses. Il y a eu des tentatives dans les années 60, etc. Même Yves Lignon a participé à des choses, à des protocoles, machin. Pour moi, c'est pas compatible. Hein. La télévision a une exigence de spectacle. La télévision transforme tout ce qu'elle montre en spectacle, par définition. Et donc, on ne peut pas dire qu'une expérience faite à la télévision, c'est une expérience scientifique, ça va de soi, c'est évident. Par contre, si on accorde une certaine bonne foi aux journalistes, aux personnes qui ont monté ces experts, entre guillemets, il s'est quand même passé des choses assez stupéfiantes, quoi. Et donc, on peut revenir sur l'émission de Simès. Moi, j'étais invité dans cette émission, d'ailleurs. Mais pour parler d'autre chose, en l'occurrence. Mais d'abord, il avait participé à une émission sur la télévision suisse, où il avait fait, alors je ne sais pas si les gens connaissent ici, mais la plupart d'entre vous avaient dû voir la séquence peut-être sur YouTube, non ? Donc la télévision suisse, bon je résume, je raconte rapidement. La télévision suisse donc filme Nicolas, et donc il parle de ses capacités, de sortie de corps et de vision à distance. Et on lui dit, donc il est chez lui, on lui dit « Est-ce que vous pouvez vous rendre dans la boulangerie qui se trouve en bas de la rue et puis nous décrire ce qui se passe dans la boulangerie ?» Donc il se concentre, et puis il dit « Voilà, dans la boulangerie, il y a 3 clients, il y a un panier à pain qui est renversé devant le couloir. » Il dit encore deux, trois choses, et puis il dit la boulangère a des boucles d'oreilles en forme de pastille, là, avec une encre dessus, une petite pastille. C'est pas une encre qui pend, hein, c'est pas un pendentif, voilà ce que je veux dire. C'est une boucle d'oreille avec une encre dessinée dessus. Donc il dit ça, et en même temps, donc, l'équipe de télé a un comparse dans la boulangerie qui prend des photos, et effectivement, donc, tout ce qu'il dit est exact. Et il dit, en fait c'est intéressant parce qu'on apprend après que la boulangère avait acheté les boucles d'oreilles le matin même, donc Nicolas ne pouvait pas avoir vu ces boucles d'oreilles avant. Bon, c'est quand même troublant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est troublant. Mais effectivement, c'est pas de la science, c'est pas un résultat scientifique, c'est clair. Et surtout, c'est pas de la sortie de corps. C'est pas de la sortie de corps parce que Nicolas, il explique bien que pour lui, ça, c'est de la vision à distance. C'est-à-dire qu'il décrit les choses en temps réel, tout en restant conscient. Il reste conscient, il est capable de se mettre dans une sorte d'état second, un état de transe, qui lui permet de voir ce qui se passe ailleurs, mais il est capable de le décrire en temps réel. Donc ça, c'est ce qu'il appelle lui-même de la vision à distance.
Quand il fait une sortie de corps, eh bien, il est inconscient. En apparence, en tout cas, il est comme en train de dormir. Donc pour lui, ce sont deux phénomènes différents. Et quand on étudie ces phénomènes-là, pour moi, c'est très important de tenir compte aussi du vécu de la personne, du vécu à la première personne du sujet, quoi, qui nous dit là, je suis sorti de mon corps, j'ai la sensation de sortir de mon corps et de voyager dans la réalité physique, matérielle, ou bien dans une autre réalité, ou bien j'ai la sensation de projeter ma conscience et de voir des choses qui sont à distance. C'est pas la même chose, c'est pas le même vécu. Donc il faut tenir compte de ça aussi quand on fait des recherches. Ça me semble quand même crucial. Donc ça, en l'occurrence, c'est pas de la sortie de corps. Pour revenir sur ce qu'il a fait chez Simès, c'est pareil. Hein. On lui demande d'abord de faire un test avec des choses qui sont cachées dans des enveloppes. Donc là, c'est de la clairvoyance. Enfin, si on s'en tient aux catégories, on lui demande de voir ce qu'il y a dans des enveloppes. Alors que le sujet, c'était sur les sorties du corps. Donc là, les journalistes, pour le coup, ils mélangent tout. Là, c'est quand même dommage. Donc effectivement, il est capable d'identifier sur 2-3 enveloppes des choses qui sont plus ou moins justes, dont une ou deux qui sont très justes, je crois, enfin bref. Mais là, on est sur un test de clairvoyance, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, mais c'est pas de la sortie du corps. Pareil, quand on lui demande, dans une deuxième expérience, parce qu'ils n'étaient pas convaincus, ça ne suffisait pas, on lui demande d'aller voir ce qu'il y a dans la rue. Parce qu'à Lyon, ils ont caché quelque chose. Ils ont mis une cible dans la rue. Et là, il est capable de dire il y a une affiche, tatati, tatata, et là il pense à Frida Kahlo. Effectivement, c'est une affiche de Frida Kahlo, c'est écrit Frida Kahlo. Donc, pour un néophyte, pour quelqu'un de très très ouvert, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, c'est un résultat extraordinaire. À nouveau, c'est que de la télé. À nouveau, c'est pas un protocole scientifique. Et effectivement, on ne peut pas exclure la tricherie non plus. Moi, je lui accorde toute bonne foi, enfin, je lui accorde toute ma confiance, je veux dire. Je sais que c'est quelqu'un de sérieux qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Enfin bref, toujours est-il qu'effectivement, on ne peut pas considérer que c'est un résultat probant. Quand j'entends Renaud, excusez-moi, hein, j'aime beaucoup Renaud, quand je l'entends qui dit il avait une montre connectée, il pouvait avoir des complices qui lui donnaient l'info sur la montre connectée, là je dis, là quand même, c'est dur, quoi, c'est violent, c'est violent. Sous-entend qu'il aurait voulu intentionnellement tricher pour se mettre en valeur. Enfin bon, je préfère encore imaginer la complicité des journalistes plutôt qu'une démarche de tricherie assumée comme ça de sa part à lui, quoi. Mais peu importe. Dans tous les cas, ce sont des observations qui restent juste troublantes, quoi. Et en fait, on en est toujours au même point que dans les années 60, quand Charles Tart a fait les premières expériences sur les sorties de corps avec cette Mademoiselle Z, qui était elle aussi quelqu'un qui produisait des sorties de corps plus ou moins à volonté, qu'il a fait venir au laboratoire, son laboratoire du sommeil, fin des années 50, début 60. Et là, c'est pareil, Charles Tart, il a ce sujet, Mademoiselle Z, qui dit « je sors de mon corps ». Donc il lui dit « venez dormir au labo, on va mettre une cible en hauteur et vous allez essayer de l'identifier ». Donc une nuit se passe, ou deux, et puis à la troisième nuit, je crois, elle est capable de rapporter l'information sur la cible. Alors sauf que la cible est un nombre de 5 chiffres ou un truc comme ça. Ça c'est pareil, c'est un protocole qui, alors bon, évidemment à l'époque, c'était tout à fait bien pensé quand même de la part de Tart. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on sait que les chiffres, les lettres, ce sont des choses qui sont très mal perçues en sortie de corps. Parce qu'on n'a plus encore une fois, la même capacité, on n'a plus les mêmes capacités cognitives, on n'a plus la même perception du monde. Et donc, on a beaucoup de mal, en l'occurrence, enfin, c'est ce que disent les témoins, hein, à lire, notamment, des textes, et puis à percevoir les chiffres. Donc, c'est la même problématique pour les chiffres et les lettres, en fait. Donc, extraordinairement quand même, cette jeune fille est capable de dire « j'ai vu la cible, c'est tel chiffre ». Et donc on a une preuve là, pour le coup, où est le problème? Eh bien non, parce que forcément vous avez des sceptiques qui vous disent « mais elle a pu voir la cible dans le reflet du plafonnier en plastique avec la lumière, etc. »
Et même si les chiffres seraient apparus à l'envers, elle a quand même été capable de reconstituer la G. Donc, le problème avec ces protocoles-là, c'est que vous allez toujours avoir une possibilité, une faille en fait. Pour avoir un protocole qui soit inattaquable, franchement, je dis bon courage aux chercheurs, parce que c'est quasiment impossible. Vous allez toujours avoir une faille. Et quand bien même vous arrivez à valider qu'il y a eu perception de la cible, eh bien vous aurez toujours des explications alternatives, y compris les plus extravagantes, y compris les moins économiques. Et là, il faut faire intervenir le facteur, le principe de parcimonie, le principe d'économie en sciences. Parce qu'on va vous dire, ah bah oui, elle a vu la cible, parce qu'en fait, elle l'a perçue dans le futur, parce que l'expérimentateur, plus tard, va lui dire, la cible c'était ça, vous avez perçu la cible, et du coup, comme elle a l'information dans le futur, rétro-causalement, elle se renvoie l'information dans le passé, et du coup, elle est capable de donner l'information. Donc, on fait intervenir quelque chose qui est de l'ordre de la rétrocausalité, rétrocognition, etc., qui est une explication alternative, mais qui n'est pas du tout économique. Par rapport au cas où la personne vous dit « bah non, je me suis élevé au-dessus de mon corps et j'ai vu la cible ». En l'occurrence, il y a une anecdote avec Charles Tart sur ce protocole-là, c'est que cette mademoiselle Z, elle a été capable de dire que la cible, donc c'était 5 chiffres, était inscrite sur un petit morceau de papier qui était posé sur l'étagère. Elle a pu dire « j'ai vu le papier qui était posé sur l'étagère alors que je pensais qu'il serait fixé au mur ». Elle s'attendait à ce que la cible soit comme ça, alors que la cible était comme ça. Bon, ben voilà, une information à intégrer aussi dans le résultat, c'est-à-dire qu'elle a été capable de voir ça, que le papier était simplement posé et non pas punaisé au mur. Et puis elle a été capable de décrire aussi des choses qui se passaient dans les coulisses, un technicien qui recevait son épouse ou je sais pas quoi, ou sa maîtresse. Donc ce sont des choses qui sont hors protocole, qui sous-entendent qu'effectivement il s'est passé quelque chose. Sous-entendre qu'effectivement elle était capable de sortir de son corps et de voir des choses. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement depuis ces expériences qui datent des années 50, 60, et ce qui a été fait avec Nicolas Fraisse, on n'a pas avancé d'un pouce, quoi. On est exactement au même point finalement.